Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Chercheuse d'or dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Roland qui va nous partager ses secrets et puis ses pépites en matière d'apprentissage. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter un petit peu. Donc moi, ça fait 3 ans que tu es mon mentor grâce à la formation Blogueur Pro, qui a été la première formation que j'ai faite pour moi-même, pas pour avoir un diplôme et pas pour avoir des bonnes notes, mais vraiment pour le plaisir et pour pouvoir me former, pour avoir des compétences pour moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis, moi, de redécouvrir du coup le plaisir dans les apprentissages. Et c'est pour ça aussi que je suis encore plus ravie de t'accueillir pour cette interview. Parce que ton parcours, il est vraiment étonnant. Et voilà, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir, au travers de ton histoire, encourager les personnes, les booster aussi, pour celles qui correspondent pas vraiment au système classique scolaire. Et ton histoire, justement, tu en as fait un livre dont j'adore le titre, qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » et qui va sortir là en septembre. Donc on va en parler aussi au travers de ces questions. Mais du coup, ma première question, c'est de savoir quel genre d'élève tu étais en classe. Alors ça dépend quelle période tu considères. Pendant à peu près toute la primaire et puis le début du collège, j'étais un très bon élève, clairement dans les premiers de la classe. Et à partir de la 5e, 4e, là j'ai commencé à dégringoler dans les classements parce qu'en fait j'ai commencé à vraiment m'ennuyer à l'école. Et aussi, c'est à cette époque-là bien sûr que j'ai commencé à devenir adolescent. Et c'est là où j'ai commencé aussi à devenir beaucoup plus timide avec les gens. Et ça, enfin voilà, c'était un processus de changement qui fait que je me retrouvais de moins en moins dans le système scolaire. Au point où d'ailleurs en 4e j'étais un peu le souffre-douleur de la classe. D'accord, ah ouais carrément. Donc voilà, à partir de la 4e, 3e c'était vraiment catastrophique au point où j'ai même redoublé ma seconde. D'accord. Et du coup tu as continué comme ça jusqu'au bac? Tu as eu ton bac ou pas? Non, en fait j'ai arrêté l'école après une première littéraire pour pouvoir me consacrer à mon projet de création d'entreprise. D'accord. Et alors, du coup, c'est étonnant par rapport au titre de ton livre, parce que le titre, c'est que tu considères aujourd'hui que c'était une chance d'avoir raté tes études. Et pourquoi est-ce que tu considères ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en fait? Écoute, alors c'est une longue histoire, mais finalement, j'ai arrêté donc l'école à 18 ans pour créer mon entreprise, que j'ai créée 1 an plus tard, donc à l'âge de 19 ans. Et c'était une aventure extraordinaire qui m'a appris énormément de choses. Je pense que j'ai appris beaucoup plus dans les quelques premières années de mon entreprise que pendant toute ma scolarité. Un savoir à la fois intéressant et pratique qui me sert encore aujourd'hui. Et ensuite, dans mon parcours, plus tard, j'ai voulu évoluer d'une entreprise dont j'étais au service, ou dont ma vie était au service, et pour créer une entreprise qui est au service de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de vivre une vie absolument extraordinaire. Je voyage 6 mois par an, j'aide des milliers de personnes, dont toi. Je touche les gens, je partage des choses qui sont vraiment passionnantes pour moi. Et je ne pense pas que j'aurais tout ce que j'ai aujourd'hui si j'avais décidé de continuer la voie classique et donc de passer un diplôme standard à la fac ou dans une école. Donc pour toi, c'est vraiment le facteur déterminant, c'est le fait d'avoir laissé tout ça de côté parce que ça te collait pas et d'avoir cherché ta propre solution, quelque chose qui te ressemblait plus finalement. Ah oui, mais complètement. D'ailleurs, j'ai déménagé de ma ville, de Lille, pour la première fois il y a 1 an. Je suis parti à Londres. Et du coup, j'ai dû faire beaucoup de tri dans mes affaires. Je me suis débarrassé de 90% de ce que je possède. Et en faisant ce tri, je suis tombé sur mon vieux carnet de correspondance qui datait de ma dernière année scolaire. Et dedans, tu vois, tu avais des coupons pour les absences, maladies, des retards et ce genre de trucs. Et littéralement, les coupons retard, il n'y en avait plus un seul. Tout était pris. Et je crois que j'avais bouffé quelque chose comme la moitié des coupons maladie. Alors qu'aujourd'hui, je tombe jamais malade. T'es jamais malade, ouais. Je tombe jamais malade. C'était une excuse. C'était une excuse ou c'était parce que vraiment ça te rendait malade physiquement? Parce qu'il y a des personnes, ça les rend malades. Vraiment, je pense que j'étais pas dans un état d'esprit où j'étais très heureux, donc du coup j'étais sans doute plus sensible aux maladies, puisqu'on sait que le système immunitaire ça dépend aussi, entre autres de l'humeur, il y a plein d'autres facteurs, mais aussi je pense que comme je cherchais le moindre prétexte pour fuir du système, dès que je sentais un vague malaise, ça y est, je prenais ça comme raison pour ne pas venir à l'école. D'accord.
Bon, alors du coup, un truc que tu as détesté apprendre à l'école, pas que qui t'a ennuyé, mais vraiment ça n'avait ni queue ni tête pour toi, ça n'avait pas d'intérêt, ou alors c'était carrément inutile. Quelque chose qui t'a marqué négativement dans les apprentissages, ce serait quoi? Écoute, je suis en train de réfléchir parce que ce genre d'expérience, j'ai essayé de les effacer de ma mémoire, je crois. D'accord. Pour pas rester dans le passé, justement. Mais bon, le premier exemple spontanément qui me vient en tête, c'est que j'étais pas trop mauvais en maths jusque la quatrième à peu près. Et en quatrième, j'ai une prof, mais catastrophique, vraiment, vraiment mauvaise, qui avait aucune autorité, qui avait pas de pédagogie, qui cumulait les mauvais points. Elle m'a quand même beaucoup dégoûté des mathématiques, et apprendre les maths avec elle, c'était quand même très très douloureux. Et à partir de la quatrième, j'ai plus jamais récupéré mon niveau en maths. Donc ça a été un point de non-retour finalement à cause de cette personne qui t'a bloqué, quoi. C'est souvent le cas. Enfin, je veux dire, on peut dire voilà, j'aime pas telle matière ou tel domaine, et c'est vrai, mais en même temps, un prof qui est vraiment très bon, qui est exceptionnel, il peut te faire adorer n'importe quoi. Et ça, je suis bien d'accord. À contrario, un mauvais prof, il peut te dégoûter d'un truc que tu aimes bien. On est bien d'accord. C'est un des gros problèmes du système éducatif, c'est cette sorte de loterie. Bien sûr, il y a quand même des tests qui sont faits pour s'assurer qu'il y a un minimum de niveau parmi les profs, mais bon, on est tous tombés sur des très bons profs, on est tous tombés sur des très mauvais profs. Tout à fait. Et on sait que ça peut impacter, bien sûr, beaucoup de choses dans notre vie finalement. Ouais, non, c'est ça, parce que c'est un point de départ pour les apprentissages, soit qui va nous dégoûter, soit qui va nous booster, et ça peut déterminer totalement l'avenir par rapport à ça. Et ce qui est génial aujourd'hui, grâce à Internet, c'est ce dont je parle dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, alors ça va pas plaire à pas mal de profs, mais il y a une sorte de sélection naturelle qui se met en place, parce que, eh bien, il y a des tas d'écoles qui filment des cours de profs à une vitesse ahurissante. On a de plus en plus de cours qui sont disponibles sur le web, ce qui fait qu'il y a une sorte de sélection naturelle qui s'opère. Les profs qui sont naturellement bons, eh ben, ils ont davantage de chances d'avoir leurs cours filmés par une école. Et ensuite, quand ces cours sont publiés, ils ont davantage de chances d'être vus, d'être partagés, de devenir viraux même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit une époque extraordinaire, parce que quand on tombe sur un mauvais prof en classe, on n'est plus bloqué par ça. On peut trouver des profs qui sont largement meilleurs sur le web. Oui, ça peut être une chance qu'on n'a pas quand on va à l'école classique, ou en tout cas, sauf si on fait cette démarche, comme tu dis, d'aller chercher sur Internet. Mais du coup, c'est plus une fatalité de tomber sur un mauvais prof. Il y a cette opportunité de pouvoir trouver quelqu'un de meilleur et qui pourra nous aider, quoi. Exactement. Que ce soit, quand tu dis nous aider, faut voir si le prof peut intervenir directement. Oui. Des fois, c'est juste de regarder ses cours en vidéo. C'est ça. Et ça suffit à rendre clair des trucs qui sont pas clairs avec un mauvais prof, tout simplement. Tout à fait. Et du coup, alors, comme les expériences négatives sont plutôt dans le passé pour toi et que tu essaies de les effacer, la question suivante devrait peut-être plus te plaire, c'est d'en venir à un apprentissage qui t'a vraiment plu, soit grâce à un super prof, soit l'apprentissage en lui-même, mais du coup, dans cette période, avant que tu changes de vie, avant que tu construises ta vie, dans la période où tu étais encore scolarisé, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti du lot, qui t'a vraiment plu et où du coup, ça t'a un peu... genre quand tu avais des arrêts maladie, on appelle pas ça arrêt maladie quand on est scolarisé, mais quand tu étais malade, ces cours-là, tu voulais pas les faire sauter par exemple, parce que ça te plaisait d'y aller. Bah écoute, quand j'étais malade, je n'avais pas le choix, je pouvais pas dire au directeur « en fait je suis malade de 8h à 10h, par contre de 11h à midi c'est bon, puis après je suis remalade l'après-midi, tu vois ». Donc, mais ça remonte à loin tout ça, mais clairement, dans ma dernière année, je me rappelle que le prof de français était absolument extraordinaire. Non seulement il savait rendre sa matière passionnante, mais en plus il avait une vraie manière de se connecter avec ses élèves. C'était pas seulement la pédagogie, c'était aussi les qualités humaines. Finalement, ça rejoint ce qu'on dit aujourd'hui aux employés, qui est de dire, non seulement il y a votre savoir-faire, mais il y a aussi votre savoir-être, et c'est vrai aussi pour les profs. Tout à fait. Je me rappelle même au point où, en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, le directeur m'a convoqué en me disant « Écoute Olivier, on va pas te réinviter l'année prochaine ». Donc ça tombait parfaitement avec mes projets. Mais ce prof-là, je me rappelle que le dernier jour, il est venu me voir. Il m'a dit « Écoutez Olivier, il vous voyait, il vous voyait ses élèves. Il me disait « Olivier, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis prêt à me battre pour vous, à aller redéfendre votre cause auprès du directeur pour que vous restiez. » Et là, je l'ai remercié avec beaucoup de chaleur, mais je lui ai dit que j'étais vraiment parti dans ce projet entrepreneuriat. Mais voilà, c'est un peu ce comportement aussi qui fait qu'on accroche à des professeurs.
Et du coup, aujourd'hui, toi, tu t'es affranchi complètement de toutes ces conséquences négatives, des apprentissages qui t'ont apporté de l'ennui, qui t'intéressaient pas du tout. Et avec le recul et avec tous les apprentissages que tu as aimé faire depuis, qu'est-ce que ce serait selon toi l'élément principal pour pouvoir apprendre avec plaisir en fait? Qu'est-ce qui favorise un apprentissage et que tu n'as pas eu à ce moment-là? Mais ce qui est fou, c'est que j'adore apprendre. Je suis un apprenant vorace. J'adore lire sur des tas de sujets. Et en fait, pour moi, j'ai toujours été un autodidacte dans l'âme finalement. D'accord. Ce qui fait que ce qui a vraiment été déterminant pour moi, c'est de me lancer dans un projet où j'avais énormément de choses à apprendre et où tout ce savoir que je pouvais obtenir, je pouvais aussi l'utiliser de manière pratique. Parce que c'est quand même important, je veux dire, on apprend tellement de choses à l'école dont on sait pertinemment qu'on ne se servira jamais. Et je pense que c'est un énorme facteur de démotivation pour beaucoup d'élèves, au point où oui, ça peut même dégoûter d'une matière. Parce que quand on apprend, si on se dit, si par exemple on sait qu'on va se destiner à une carrière, je sais pas moi, plutôt littéraire, journalistique, etc., et qu'on doit se taper des cours de maths avec des trucs dont déjà on n'est pas très passionné à la base, et on sait pertinemment que ça sert absolument à rien dans notre carrière, c'est vraiment très très compliqué de garder cette pêche, cette motivation. Donc, pour moi, ce mélange devoir chercher moi-même l'information, d'avoir aussi cet impératif de le faire, parce qu'il fallait quand même que ma boîte fonctionne bien, donc je devais quand même me former à pas mal de sujets. Donc c'était aussi d'avoir une pression qu'on a nous-mêmes choisie, qu'on s'est créée finalement, et donc d'être dans cette démarche de choix délibéré, donc de liberté, et de praticité. Ça permet vraiment de rejoindre finalement passion, résultat, et puis quand même pression psychologique qui fait qu'on n'est pas en mode farniente, on doit vraiment avancer. Oui, parce que du coup, c'est pas, comme tu dis, la liberté, c'est pas le fait de choisir de rien faire, c'est le fait de choisir les objectifs que tu veux pour toi et pour ta vie et te donner tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Donc du coup, ça prend tout son sens pour pouvoir apprendre des choses utiles, pratiques et qui font plaisir. Et finalement, pour résumer ça, tu as raison, hein, c'est ça. Pour résumer ça, c'est que je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de choisir un projet qui nous passionne, qui nous tient vraiment à cœur, qui est ambitieux, qui est difficile et qui demande justement qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on progresse et qu'on apprenne des choses. C'est quand on se lance dans ce genre de projet qu'on a le feu sacré. Et quand on a le feu sacré, on peut vraiment renverser des montagnes. Les montagnes, ça paraît juste être des collines qu'il faut gravir et dépasser. Et on ne se laisse pas arrêter. Et c'est là où vraiment on va avoir beaucoup plus de résultats que si on nous ingurgite comme ça, on nous fait ingurgiter du savoir un petit peu comme une oie qu'on gave pour manger du foie gras à Noël et qu'on se sent forcé d'apprendre des trucs qui servent à rien. Et du coup, parce que toi, tu as fait ce choix-là, tu dis que tu avais 18 ans, presque 19 quand ta boîte a été créée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe à cet âge-là? Est-ce que c'est parce qu'avant, tu n'avais pas assez la maturité pour pouvoir te sentir prêt à lancer quelque chose? Est-ce que c'est parce que de toute façon, en France, il faut attendre 18 ans, mais moi je vois, il y a des jeunes, des fois avant 18 ans, ils ont déjà des projets passionnants, ils se lancent déjà dans des choses, on se dit waouh, quoi, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, ce soit vraiment à cet âge-là qu'il y a eu ce déclic en fait? J'aime bien ta question parce que souvent on me pose plutôt la question inverse, c'est waouh, c'est des super jeunes. Là, tu me dis donc 18 ans, t'étais un peu vieux, comment ça se fait que t'as pas fait ça avant? Je dis pas que c'était vieux, mais je dis que comme tu dis que tu as toujours été un peu autodidacte et que tu as bien vu la transition à partir de la 4e où vraiment t'as commencé à t'ennuyer, qu'est-ce qui s'est passé entre la 4e et la terminale pour que t'aies pas envie de te lancer plus tôt? Voilà, moi c'est vrai que je suis pas limitée par l'âge, hein. Je vois vraiment, il y a des jeunes, des fois à 14-15 ans, ils ont des projets de dingue et je trouve ça fou mais passionnant en même temps et vraiment motivant. Et du coup, voilà, pour moi 18 ans c'est pas trop jeune ou trop tard, mais étant donné que toi dès 14-15 ans tu commençais à sentir cet ennui, pourquoi c'est que vers 18 ans que tu as passé le cap en fait? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que j'avais développé des compétences en informatique parce que j'ai créé ma première entreprise, c'est une entreprise de services informatiques. Pourquoi j'ai développé ces compétences en informatique? J'ai acheté mon premier ordinateur à 15 ans et une des raisons, c'était justement que j'étais timide, j'étais pas très populaire en classe, j'avais pas beaucoup d'amis, donc c'était une manière aussi pour moi de passer le temps entre guillemets et puis de me réfugier aussi dans un monde que je comprenais mieux, qui était plus logique pour moi que les relations humaines.
Et ça m'a permis de consacrer plus de temps que la moyenne des gens à mon ordinateur. Finalement, c'est une histoire assez banale, hein. Il y a beaucoup de geeks qui partent de cette timidité-là, de ce manque de compétences sociales, et qui du coup passent plus de soirées avec leur ordinateur qu'avec leurs amis. Et du coup, voilà, déjà, j'ai développé mes compétences au fur et à mesure, compétences qui ont atteint un certain niveau de maturité 3 ans plus tard, quand j'avais 18 ans. Ensuite, il y a eu quand même le constat. Enfin, oui, j'ai quand même développé ma maturité sur beaucoup de choses. Le constat que j'étais majeur aussi, ça jouait énormément dans la psychologie. Et voilà, avec un ami, j'avais quand même quelques amis, avec un ami, on s'est rendu compte qu'on dépannait régulièrement d'autres camarades qui avaient des problèmes informatiques qui leur paraissaient insurmontables, et nous, on les résolvait comme ça, en un claquement de doigts. Et c'est là qu'on a eu l'idée, on s'est dit pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça, tout simplement. D'accord, ok. Donc, il y a eu c'est les circonstances. Voilà, et on a fait un test, on a passé une annonce dans un journal d'annonce locale, c'était encore en France, c'était en 99, donc à l'époque on a investi 60 francs, on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Wow. Et c'est là où tout s'est rejoint finalement, parce que j'en avais marre du système scolaire, j'en avais marre de mes parents, j'étais un adolescent, un rebelle un peu comme beaucoup finalement, et je cherchais des moyens de sortir du système scolaire, de sortir de mon domicile parental, de rentrer dans la vie active, de faire quelque chose qui me passionne. Et quand j'ai vu que ce test sur le terrain était si concluant, c'est là où je me suis dit bingo. Ouais. Donc en fait, t'es pas resté, parce que là où le bas blesse souvent, c'est que les personnes, quand elles sont en situation d'échec, elles sont dans un comportement passif. Donc en fait, toi, pendant ces 4 ou 5 années avant que tu démarres ton entreprise, t'étais pas du tout dans quelque chose de passif. C'était juste que c'était toi chez toi, mais en fait, t'étais déjà. Mais oui. Il y avait le jour et la nuit entre le Olivier à l'école et le Olivier chez lui, quoi, finalement. J'ai jamais eu de cours d'informatique au collège ou au lycée. Et j'ai appris l'informatique entièrement par moi-même. Encore une fois, une démarche autodidacte, parce que c'était un truc qui me passionnait, tout simplement. Et ce qui est rigolo, c'est que cette démarche d'auto-apprentissage si je l'avais pas eu, j'aurais jamais pu créer ma boîte à 19 ans, c'était pas possible. C'est grâce aux compétences que je me suis moi-même données, en toute autonomie, sans que personne me dise quoi que ce soit. Et j'ai acheté mon premier ordinateur en 96, ouais. Donc tout le monde n'avait pas encore d'ordinateur à l'époque. Ouais, c'est ça. J'aurais très bien pu ne pas le faire et personne ne m'aurait rien dit. Aujourd'hui, ça paraît aberrant de ne pas avoir d'ordinateur chez soi, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc, c'est intéressant de voir. Finalement, toute ma vie et ma carrière s'est bâtie sur ces démarches d'auto-apprentissage autonome. Et je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour les jeunes, c'est de se dire qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'intéresse, et d'avoir cette démarche soi-même, d'aller chercher justement, de développer ses compétences par soi-même dans les domaines qui nous intéressent, sans attendre la permission des autres, sans attendre qu'il y ait un grand Manitou, un grand prof qui nous dise ok, tu peux y aller. Et voilà. Parce que si on attend la permission ou que le système se réforme pour qu'il corresponde à nos besoins, on peut attendre très très longtemps et souvent ça ne se passe pas. Donc à un moment, il faut aller chercher nous-mêmes ce qui nous intéresse. Et du coup, si tu pouvais parler à ton toi enfant, alors pas l'enfant avant la 4e, puisque là tu étais plutôt bien à l'école, tu avais des bons résultats, ça t'intéressait, etc. Mais si à partir du moment où ça a commencé, la période a changé, où tu as commencé à t'ennuyer, puis du coup socialement aussi à le vivre plus difficilement, la scolarité, qu'est-ce que tu dirais à ton toi enfant en sachant tout ce que tu sais maintenant? Tu lui dirais de s'accrocher, tu lui dirais de lâcher tout ça et d'aller s'acheter un ordinateur encore plus tôt? Qu'est-ce que tu ferais en fait? Écoute, clairement, je ne changerais pas grand-chose à ce qui s'est produit. Moi, je trouve que mon parcours est absolument génial, j'ai adoré. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'erreur, bien sûr, ni que je n'ai pas perdu du temps. Je pense que je dirais à mon moi plus jeune de s'intéresser davantage à Internet, parce que j'ai clairement loupé des opportunités au début, parce que je me suis lancé, mon entreprise ça a été créé en 2000, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire sur le web, mais voilà, le web ça ne m'intéressait pas plus que ça. Enfin, bien sûr, j'utilisais, mais je ne me voyais pas lancer une boîte là-dedans, alors avec tout ce que je sais aujourd'hui, si j'étais en 2000, je ferais un carton total. Donc je lui dirais de s'intéresser plus à Internet. Je lui dirais aussi d'éviter certaines erreurs que j'ai faites quand j'ai créé ma boîte. Mais bon, en même temps, voilà, passer du statut de lycéen à celui de chef d'entreprise, c'est pas évident. J'ai failli planter mon entreprise au bout de 6 mois. Elle a failli se planter, mais finalement, j'ai quand même réussi à ne pas la planter. Et elle a vécu 10 ans jusqu'à ce que je la revende au bout de 10 ans. Donc c'était quand même une belle aventure. Donc je ne changerai pas grand-chose. Je changerai des détails qui finalement viennent plus du fait que je connaisse le futur que d'une plus grande maturité sur mes erreurs. Au niveau business, je suis quand même assez content de tout ce que j'ai réalisé. Et puis finalement, toutes ces erreurs que j'ai faites, ces maladresses, ces moments où j'ai perdu du temps, ça a fait partie de mon apprentissage.
Et aujourd'hui, c'est comme des boss sur la route, quoi. C'est ça. Ça m'a formé, ça m'a formé. Alors, je rebondis sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu disais que la vie que tu as aujourd'hui, c'est le pied, si on peut le dire ça comme ça, que c'est tout ce que tu as toujours rêvé. Et alors en fait, j'aimerais vraiment rebondir là-dessus parce que pour beaucoup d'enfants, enfin en tout cas moi quand j'étais enfant, quand on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ça sous-entendait toujours que on serait en bonne santé, qu'on ferait des choses qui nous plaisent, etc. Et que finalement il n'y avait que le métier qui pouvait déterminer notre vie de bonheur ou pas. Et en fait il y a tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, si on te devait te demander la question, si on devait te poser la question, pardon, c'est plus français dit comme ça, si on devait te poser la question, est-ce que tu es heureux? Depuis quand est-ce que tu penses que tu te considères heureux? Écoute, c'est une question qui est très philosophique. Moi, je pense pas que le bonheur c'est un état, tu vois, c'est plus des moments. Et on a des moments où on est dans un état heureux et d'autres où on l'est moins. Mais finalement, pour moi, ce qui a toujours été le plus important, c'est d'être indépendant et libre et de me créer ma propre aventure en fait. Quand j'étais petit, j'adorais des livres qui s'appelaient des livres dont vous êtes le héros et qui étaient en fait des livres-jeux où c'était pas une aventure linéaire, on pouvait faire des choix à chaque paragraphe et choisir un petit peu le destin de son personnage. D'accord. Et pour moi, la liberté est indissociable du bonheur. Enfin, plus, de manière générale, c'est pas entièrement vrai tout le temps, mais plus j'ai de liberté et plus je suis heureux. Alors après, tu as des recherches scientifiques qui montrent que plus on a de choix et plus au contraire on est malheureux, mais ça dépend du contexte. Donc c'est un sujet complexe, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire une thèse là-dessus. Mais pour juste te donner mon ressenti vraiment pratique, moi je considère que j'ai une vie extraordinaire. Je dois me rappeler régulièrement que c'est une vie extraordinaire parce qu'on s'habitue très vite à tout ce qu'on a. Et ça fait partie des exercices qui permettent justement d'entretenir un petit peu ce bonheur et de la prise de conscience qu'on vit une vie géniale et qui mérite qu'on soit heureux, qui fait qu'on est heureux. Tu vois, c'est ce que disaient les stoïciens. Enfin, un des exercices que donnent les stoïciens, donc c'est des philosophes de l'Antiquité, c'est de s'imaginer régulièrement dans une situation qui est pire que la nôtre. Ça peut être notre passé, ça peut aussi être une situation imaginaire, pour juste prendre conscience par contraste de la chance qu'on a. Et je veux dire, c'est toujours le problème, et c'est au cœur par exemple de la philosophie bouddhiste, qui disent que voilà, le problème de l'homme, la source des souffrances de l'homme, c'est toujours d'en vouloir plus. Et pourquoi? Parce qu'on s'habitue très vite à ce qu'on a et très vite on considère que c'est un dû. Et pour eux, c'est un peu la source de la souffrance humaine. Et un des objectifs, alors après il y a plein de branches dans le bouddhisme, mais un des objectifs du bouddhisme, c'est même carrément de supprimer le désir pour vraiment pouvoir se contenter de ce qu'on a. Et à côté de ça, tu as le développement personnel, dont je suis très friand, qui, lui, considère plutôt qu'on n'est pas heureux quand on atteint un objectif, on est heureux quand on est en mouvement vers un objectif. C'est ce que j'allais dire, parce que si on reste toujours à stagner, on va être content de la situation, mais au final, il n'y a rien qui nous stimule pour aller chercher autre chose, finalement. Pas forcément matériellement parlant, mais dans le but de se connaître mieux, dans le but de faire de nouvelles expériences, d'apprendre des nouvelles choses aussi. Voilà, et donc finalement, quelque part, les bouddhistes sont d'accord avec ça finalement, parce que quand ils te disent, voilà, l'objectif c'est ça, déjà, il y a une idée de démarche personnelle, de progression, de choses difficiles, de zones de confort à dépasser, et c'est pas pour autant qu'ils vont dire à un mendiant, ok, dude, fais rien de ta vie, sois juste content de ce que tu as. Donc il y a aussi un équilibre dans ce qu'ils disent. Mais finalement, quand on rejoint un petit peu ce point de vue bouddhiste et ce point de vue développement personnel, je pense que pour moi le bonheur, donc c'est non seulement avoir la liberté de pouvoir faire ça, mais donc de se lancer dans des cycles, si tu veux, de progression, où on se donne des défis qui nous intéressent, qui nous font nous dépasser, et où on va se sentir heureux justement de progresser vers l'objectif. Une fois qu'on l'atteint, on est heureux aussi de l'avoir atteint, mais par contre ça ne dure pas effectivement parce qu'on s'habitue très vite. Et donc on va utiliser un mix, déjà on va avoir des cycles où on va progresser, des cycles où on va se contenter de ce qu'on a. Je pense que en tout cas pour moi c'est ma vision du bonheur, de comment avoir une vie heureuse. Et au-delà de ça, on va utiliser régulièrement des exercices comme celui que je t'ai partagé des stoïciens pour aussi se rappeler que malgré le fait qu'on s'est fixé un nouvel objectif et qu'on est en train d'avancer vers celui-ci, on a déjà aussi réalisé pas mal de trucs et qu'il faut aussi savoir en profiter, tout simplement. Alors du coup, si tu devais faire la liste des objectifs que tu as atteints en termes d'apprentissage ces derniers temps, que tu as cochés, et ceux que tu n'as pas encore atteints qui sont sur ta liste, ce serait quoi? En termes d'apprentissage, donc vraiment Ouais, de choses qui te passionnent et que tu as envie d'apprendre. Ouais, écoute... il n'y a pas si longtemps, j'ai passé mon niveau 2 de plongée, donc j'étais très content de le faire. En fait, je suis quelqu'un de très curieux, j'adore apprendre des nouvelles compétences.
dans des domaines variés. Plonger, j'adore ça, tu as l'impression d'être dans une autre planète. Donc niveau 2, c'est-à-dire que je peux plonger à 40 mètres accompagné ou 20 mètres tout seul. J'ai aussi fait mon lâcher en avion. J'ai pris des cours de pilotage d'avion. J'ai pas encore le brevet de pilotage. Mais le lâcher, ça veut dire qu'en gros, je sais faire décoller l'appareil, le faire le tour de l'aérodrome, le reposer tout seul, sans qu'il y ait personne dans l'avion. Ça, c'est aussi un excellent accomplissement. J'ai récemment terminé mon livre, donc voilà, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui, c'était 3 ans et demi de travail quand même, donc j'ai appris énormément de choses. Il n'y a rien de tel de toute façon pour apprendre que d'enseigner. Pour moi, c'est le meilleur hack pour apprendre quelque chose, c'est que de savoir qu'on va devoir l'enseigner à quelqu'un ou à plusieurs personnes, et du coup, on a une vraie pression pour maîtriser le sujet et une vraie motivation. Et le fait après de faire des cours ou des bouquins ou des vidéos, ce que tu veux, pour partager ce savoir-là, ça nous oblige à le structurer, y compris dans notre tête. Donc parce que si tu veux le structurer dans ta présentation, il faut que ça soit structuré dans ta tête et que tu l'aies bien compris, tout simplement. Oui, donc en fait dans ta liste, tu me parlais de ce que tu as déjà accompli et s'il y avait des choses que tu as envie d'apprendre dans les prochains mois, des objectifs que tu t'es donnés pour des loisirs ou même pour ton travail encore en plus, ce serait quoi ? C'est une bonne question, il y a pas mal de choses que j'aimerais apprendre. Un de mes objectifs, c'est de me mettre au yoga. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les connaissances théoriques, il y a aussi tout ce que tu apprends avec ton corps, la mémoire des muscles et tout ça. Parce que là, je suis vraiment pas assez souple en fait. Donc il faut que je travaille ça. Et oui, et puis j'ai eu des amis qui se sont mis au yoga et ça les a vraiment transformés. Ils sont beaucoup plus relaxés maintenant. J'aimerais approfondir ma connaissance de la méditation. J'ai une bonne connaissance, si tu veux, de débutant, mais j'aimerais faire ça davantage et peut-être un peu mieux comprendre les différents courants de méditation. Et voilà, pas seulement au niveau théorique, mais aussi pratique, parce que voilà, moi ça m'intéresse de savoir quand même d'apprendre des choses qui peuvent m'être utiles dans ma vie. Même si je suis pas contre à aussi apprendre des choses juste pour le plaisir d'apprendre, c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut savoir balancer ça et de meilleure manière que ce que fait l'école, tout simplement. Oui, tout à fait. Et puis puis j'aimerais bien passer mon brevet de pilote tout simplement pour finaliser ces compétences d'avion. Ça veut dire qu'après tu pourras avoir ton propre avion et tout. Ouais, tout à fait. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps là déjà pour passer ce que tu disais tout à l'heure ? Tu sais, ça se compte plutôt en heures. Le truc, c'est que comme moi je voyage 6 mois par an, je vais pas avoir le rythme classique du pilote qui reste vraiment sur place, tu vois. Parce que quand je voyage, forcément, je peux pas prendre je pourrais si je voulais prendre des cours dans d'autres clubs, mais ça devient très compliqué niveau logistique. Surtout que dès que tu sors du pays, c'est compliqué. Il y a d'autres réglementations et tout ça. Donc, ma réponse sera pas très pertinente par rapport à ça. D'accord. Et alors du coup, pour en revenir à ton livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire. Je suppose que beaucoup de gens te posent cette question, mais entre ton blog où tu écris déjà beaucoup d'articles, les vidéos où tu partages énormément de choses, c'est même pas ton blog parce que tu en as 3 ou 4 blogs même, plus tes formations, qu'est-ce que ce livre a en plus que n'a pas tout le reste en fait ? Écoute, moi, je voulais vraiment créer le livre que j'aurais aimé lire quand j'ai quitté l'école pour créer mon entreprise. D'accord. J'ai voulu donner tout ce qu'il y avait à savoir d'essentiel pour déjà comprendre les limites du système éducatif, donc m'accompagner dans mon choix, hacker mon éducation tout au long de ma vie et puis créer ma boîte avec le maximum de chances de succès. En fait, je me dis que je voyage beaucoup et je me rends compte qu'en France, en francophonie, donc on va dire Belgique, France, un peu moins la Suisse, un peu moins le Québec, il y a un manque d'état d'esprit entrepreneurial clair par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'il y a des tas de braises, si tu veux, en France et en Belgique, mais on les a mouillées toute leur vie. Ouais. Donc elles n'ont jamais pu prendre. Parce qu'en fait, on n'explique pas aux gens que oui, c'est possible de créer sa boîte, qu'il y a moyen de faire ça en minimisant les risques, que même en cas de plantage, il y a peu de chances que ça soit vraiment un plantage grave. Je montre des stats dans mon livre qui sont assez édifiantes là-dessus. C'est faux de croire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 50% des entreprises, si tu veux, qui ferment après 5 ans après leur création, mais c'est une erreur de base de croire que ces 50% c'est des faillites. En fait, il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui sont des faillites et qui entraînent vraiment des dettes de la part des créateurs. Et donc voilà, il y a beaucoup de braises, si tu veux, on les a mouillées toute leur vie. Et moi, je veux être la petite brise qui va faire en sorte qu'elles prennent et qu'elles deviennent des gigantesques incendies. Je veux montrer à tous ces gens
qui se sentent pas très à l'aise dans le système actuel, que ce soit le système éducatif ou le système de l'emploi, et qui ressentent cet appel finalement de faire autre chose, mais qui savent pas trop quoi faire. Parce qu'ok, ils ressentent un appel, mais concrètement, comment on fait pour sortir du système? C'est super compliqué. Et je donne le manuel en fait, pour le rebelle intelligent du 21e siècle. Comment être libre, autonome, heureux si possible, en contournant les limites du système. Et voilà, je parle de beaucoup de choses, notamment du fait que le système éducatif est de plus en plus obsolète, il a de plus en plus de mal à se réformer et il se fait disrupter de plus en plus rapidement par les nouvelles technologies. Et je pars du constat que c'est inutile d'attendre qu'il se réforme parce que de toute façon, si un jour il se réforme, il se réformera pour un truc qui était valable il y a 10 ans. Et que de toute façon, il est condamné à être toujours en retard par rapport à une société qui évolue de plus en plus vite. Oui, parce qu'en fait, au lieu de former les individus à ce qu'ils s'adaptent à la vie qui défile et justement aux technologies, etc., tout ce qui avance, au lieu de former les gens à s'adapter, ils forment les gens à apprendre des choses par cœur. Et comme tu dis, ça, au bout de quelques années, c'est complètement obsolète. Même des fois, pas quelques années, quelques mois. Oui, c'est vraiment stupide cette obsession de nous donner du savoir cristallisé. Il en faut un peu, c'est évident. Mais je pense que la balance est vraiment trop déséquilibrée dans l'école par rapport effectivement à des compétences très importantes comme la créativité ou simplement l'apprentissage. Je trouve ça aberrant qu'on puisse passer 20 ans de sa vie sur les bancs de l'école ou plus et qu'on nous apprenne jamais à apprendre. C'est complètement aberrant. Ton livre, il sort le 22 septembre, c'est ça? Le 23. Le 23. Il va sortir où? Comment est-ce qu'on pourra se le procurer? Dans toutes les bonnes librairies françaises, belges, suisses, québécoises, et sinon il sera sur le Kindle pour les gens qui sont expatriés. D'accord. Tu vas faire un événement pour sa sortie, un truc spécial? Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, il y aura sans doute plusieurs événements. D'accord. C'est la surprise en fait. C'est même la surprise pour moi parce que j'ai pas encore décidé exactement ce que je vais faire. D'accord. Pour l'instant, est-ce que tu as Ça fait déjà plusieurs semaines que tu en parles, mais est-ce que tu as déjà un engouement? Tu pressens un engouement? Tu pressens quelque chose où les gens sont vraiment dans l'attente de découvrir ton livre? Écoute, moi j'ai quand même une communauté qui est assez active. D'après ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est un livre que beaucoup de personnes attendent. Après, beaucoup, comment tu le définis, je dirais au moins plusieurs milliers de personnes. Et puis, on verra ce que ça va donner. Mais je sens effectivement un engouement. Je pense que ce livre... on parle de plus en plus du problème du système scolaire, qu'il est obsolète, qu'il a du mal à se réformer, que c'est Claude Allègre qui déjà disait en 99 que c'est un mammouth. Et ça n'a pas changé, je pense. Il y a vraiment une inertie énorme. Et il y a des profs qui se rendent compte de ça, qui essaient de changer les choses de l'intérieur, mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Je crois qu'il y avait une prof là, qui avait fait l'objet de plusieurs articles parce qu'elle essayait de réformer l'école de l'intérieur. C'était une prof de l'école Montessori qui était rentrée dans le système classique. Et qui s'est fait, qui s'est fait éjecter. On sait comment ça se passe et à un moment, quand on voit toutes les insuffisances de ce système qui est vraiment une inertie énorme et qui a des échecs sur des choses qui sont vitales aujourd'hui. Je veux dire, s'il y a bien un consensus sur une des compétences qu'on doit apprendre en étant sorti de l'école, c'est savoir parler dans une langue étrangère, notamment l'anglais. Et quand on voit à quel point le système scolaire français est en échec par rapport à cet objectif sur lequel tout le monde est d'accord ou presque, c'est insensé. Je veux dire, il y a 17%, c'est la Commission européenne qui a fait une enquête dans tous les pays de l'Union européenne. La France est dans le bas du classement, il n'y a que 17% des Français qui s'estiment suffisamment en confiance pour pouvoir parler dans une langue étrangère à la sortie du système scolaire. On pourrait parler encore longtemps de toutes ces insuffisances. Une autre, c'est les finances. On peut sortir du système scolaire avec un diplôme incroyable, en ayant fait une thèse sur un sujet que presque personne ne peut comprendre, et avoir autant de connaissances sur le système financier qu'un élève de CP. Donc on ne sait pas comment investir son argent, on ne sait pas comment fonctionnent les banques, on ne sait pas comment fonctionne quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, quand même, je veux dire, on est dans un monde où l'argent, ça fait longtemps que l'argent est partout, il faut savoir le gérer. Et il y a 2 millions de Français qui sont en situation de surendettement aujourd'hui quand même. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation financière. Ils ne savent pas comment faire, tout simplement. Voilà le genre de compétences pratiques. Les choses pratiques sont très peu enseignées dans le système français. On nous apprend des choses qui ne servent à rien. On peut nous bassiner pendant des années sur la trigonométrie dont c'est pertinemment qu'on s'en servira jamais. Et ne pas nous apprendre des trucs de base qui pourtant feront de nous des meilleurs citoyens, des meilleurs êtres humains et qui peuvent éviter des drames. C'est complètement aberrant. On est bien d'accord. J'aime bien t'interviewer en fait, tu vas dans mon sens, c'est parfait. Je voulais savoir du coup par rapport à ton livre 3 ans et demi pour l'écrire,
C'est 3 ans et demi parce que dans tous les cas, tu t'octroyais tes 6 mois où tu voyageais, tu faisais rien d'autre, ou c'est 3 ans et demi où vraiment tu as cogité dessus? Ah non, c'est 3 ans et demi où vraiment j'ai cogité dessus. En fait, quand j'ai signé le contrat, c'était en décembre 2012 que j'ai signé le contrat avec mon éditeur et je devais rendre le livre pour mai 2013. Donc je suis légèrement en retard, pas trop. Mais non, le fait est que le livre était... Enfin, au fur et à mesure, j'ai vraiment été très ambitieux par rapport à ce livre. Et si tu veux, non, c'est vraiment 3 ans et demi où j'ai cogité. J'ai essayé d'écrire un peu tous les jours dans mon livre. Il fait quand même 620 pages, donc ça, c'est un de ses gros défauts, on va dire, mais aussi une de ses grandes qualités. Ça dépend comment tu le prends. Il est vraiment complet. J'ai fait énormément de recherches. Non seulement je me suis basé sur mon cas, mais pas seulement, sur le cas de plein d'élèves à moi et d'entrepreneurs que je connais, mais aussi sur beaucoup de recherches scientifiques. Il y a plus de 400 références scientifiques dans ce bouquin. Parce que vraiment, je voulais pas parler de trucs qui sortent de mon chapeau. Je voulais vraiment parler de choses qui sont avérées. Et j'ai eu jusqu'à 4 assistants de recherche qui travaillaient pour moi en même temps pour m'aider justement à trouver ces références scientifiques qui m'intéressaient. Ah oui, donc quand tu disais tout à l'heure qu'en termes d'apprentissage, ce livre, c'était vraiment, t'as appris plein de choses, c'est vraiment ça quoi. En 3 ans et demi, t'as découvert un autre métier. Exactement, ouais, complètement. C'est un peu comme si j'avais fait une thèse, mais sans avoir cette contrainte de parler dans un jargon incompréhensible pour se faire mousser auprès de ses pairs. Au contraire, avec une démarche pédagogique pour essayer de toucher un maximum de monde et de changer leur vie pour le meilleur. D'accord. Ah ouais, c'est fou ça. Et du coup, au bout de ces 3 ans et demi, là maintenant, t'es quoi? T'es soulagé, t'es ravi, t'as envie de te lancer dans un autre projet du même type, ou au contraire, tu dis ça c'est quelque chose d'accompli? C'est loin d'être terminé là. Si je laissais tomber mon livre maintenant, j'aurais rien compris. C'est justement au moment où il va sortir qu'il a besoin de moi le plus. Parce que j'ai passé 3 ans et demi de ma vie à l'écrire maintenant et je vais peut-être passer. Il faut le faire connaître. Tout le reste de ma vie à le promouvoir, tu vois. Ouais. Donc voilà, après c'est vrai que je suis quand même content de l'avoir terminé, 3 ans et demi c'est long. Il y a des moments où vraiment j'en avais marre, c'est normal, hein, où je le laissais de côté pendant quelques jours, parfois quelques semaines. Voilà, maintenant je vais l'accompagner dans sa sortie et puis on verra ce que ça va donner. J'espère qu'il va toucher un maximum de personnes et que ça va les aider à avoir une meilleure vie et à mieux comprendre comment justement réussir en dehors du système. Le sous-titre c'est comment devenir libre et réussir en dehors du système. Et après on verra. Pour l'instant c'est vraiment mon gros projet. On verra plus tard, d'ici 1 an ou 2, ce que je veux faire ensuite. Du coup, en plus du métier d'auteur et d'écrivain, là tu vas rentrer dans le métier de promotion d'un livre. T'es coaché ou tu fais en autodidacte là encore? J'ai pas vraiment de coach à proprement parler, mais tu sais, j'apprends énormément de choses. Je suis en contact avec des tas d'entrepreneurs, y compris des gens qui ont sorti des best-sellers. Donc quelque part, je suis coaché. Voilà, j'ai pas de coach attitré pour ça, mais je me suis entouré. Mais tu prends leurs bons conseils et tu suis aussi ce qui a marché pour eux, quoi, du coup. Exactement. Puis je me suis entouré d'une équipe, en partie formelle, en partie informelle, qui m'accompagne dans ce projet. D'accord. Et effectivement, j'apprends énormément de choses sur la promotion d'un livre. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, de t'être un peu dévoilé, d'être venu sur cette page du passé du coup que tu as mis de côté parce que c'est le présent et le futur qui comptent le plus. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tous mes auditeurs et on a hâte de découvrir et de pouvoir lire le livre en vrai à sa sortie. Donc je rappelle la date, le 23 septembre, dans toutes les librairies francophones. Dans toutes les bonnes librairies. Les bonnes librairies. De toute façon, si ça y est pas, vous pouvez la commander et le libraire va vous... Voilà, j'allais dire. Voilà. Ou sinon, sur ton site internet, non? Sinon sur Amazon. Ça renvoie. Sur Amazon. Ouais, sur Amazon. Ok. Et donc voilà, rendez-vous le 23 septembre pour découvrir le livre d'Olivier Roland. Vous pouvez retrouver Olivier Roland sur sa chaîne YouTube où il publie une vidéo par jour pendant 1 an. Et on se retrouve, nous, sur la chaîne YouTube ou sur le blog Plaisir d'apprendre.